Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, ici et là-bas. J'espère que tout le monde va bien. Bravo et merci au World Forum pour ce qui est fait depuis des années et puis pour cette invitation qui nous rassemble ici. Je suis Renaud Bétain, je travaille sur le climat depuis une douzaine d'années. Je suis passé par la case ONG et notamment le GRES, qui travaille dans le sud de la France et qui travaille sur l'accès à l'énergie, notamment dans les pays en voie de développement. Et puis par la case Carbone 4, donc le cabinet de conseil référence et poil à gratter de messieurs Jancovici, Grandjean et Morel. Et aujourd'hui, je suis donc Head of Climate Action chez SWEEP, qui se veut donc international. Et je vous en dirai un petit peu plus. Je ne vous présente pas tout de suite, mais ça va se faire dans mon introduction. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux participants et aux participantes. Je vais revenir sur l'origine en fait, de cette table ronde et qui va tourner autour de la coopération. On coopère tous aujourd'hui pour un objectif commun, qui est celui de la neutralité carbone. Alors on en entend beaucoup parler depuis le rapport 1.5 du GIEC, mais c'est un objectif qui est non explicite dans l'accord de Paris, qui a 6 ans déjà. Donc je vous rappelle qu'il s'est passé 1 an où on n'a pas eu de COP. On oublie toujours d'ailleurs cette année quand on parle du passé. Et donc cette neutralité carbone, elle est aujourd'hui visée à l'échelle globale, mondiale. Elle est visée par des territoires et par des entreprises. Donc je vais rappeler ce que c'est que la neutralité carbone en 30 secondes, et j'espère que vous vous l'approprierez. Donc c'est la division par 2,5 des énergies d'émission, des émissions liées à la combustion d'énergie fossile, d'accord ? Division par 2,5. C'est la multiplication par 2 des puits de carbone à l'échelle mondiale. Et c'est ramener à 0 la déforestation. D'accord ? Donc on émet 60 gigatonnes aujourd'hui. Vous en enlevez 15 de tous les autres gaz hors CO2 qu'il faut ramener à 0. Division par 2,5 du fossile, x 2 pour les puits et 0 déforestation. Ça c'est l'objectif global. Et pour atteindre cet objectif commun, eh ben, il va falloir qu'on soit inventif et qu'on se serve de notre cerveau. Et c'est là où je vous parle de Sapiens, parce que je lis en ce moment la BD, qui est super, bien faite. Et dans cette BD, il explique bien que nous sommes vraiment un animal de coopération. Et que si notre cerveau est si gros, c'est parce qu'on a coopéré, en fait. Ça s'est fait à grande échelle, avec des groupes complexes. Et ce que porte l'auteur de Sapiens, c'est aussi la création de fictions collectives, d'accord, des mythes, des religions. Et c'est cette coopération qui nous a permis de nous développer et d'envoyer des hommes sur la Lune. Et donc je trouve qu'il n'y a pas meilleur objectif aujourd'hui que celui de coopérer en vue de l'atteinte d'un objectif commun qui est celui de la neutralité carbone mondiale. Donc l'entreprise est au cœur de l'atteinte de cette neutralité carbone territoriale. Donc c'est pour ça qu'on a une table de territoire, notamment, avec Nicolas Soudon, directeur exécutif des territoires. Bonjour. Audrey Berry, qui a travaillé sur les rapports du Haut Conseil pour le climat, qui est experte en énergie et climat. Et puis, on a une table entreprise. Donc les deux se font face, mais vous comprendrez qu'il y a des chaînes de collaboration au milieu. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ça brille. Donc Esther Finidori, directrice environnement chez Schneider Electric. Et puis Alcime Delannoy, vous êtes... attention, j'ai pris des notes parce que je ne voulais pas me planter sur votre titre. Donc attendez, j'y suis. Alcime, vous êtes directeur stratégie et nouveaux développements commerciaux à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. C'est ça, c'est juste. Bon, très bien. Et donc ce qu'on va essayer de montrer, c'est le titre de cette table ronde, c'est que les entreprises sont au cœur de la coopération, d'accord ?
en interne et en externe, mais les territoires, elles coopèrent aussi avec les territoires, et les territoires peuvent coopérer entre eux. Bref, il y en a partout. Et donc on se demande un peu comment tout ça va s'organiser en vue de cet objectif commun. Donc précisément, les formes de coopération sont les suivantes. Pour une entreprise, en interne, on a un vrai sujet aujourd'hui de démocratisation de l'enjeu climat. Alors on va beaucoup parler de climat et pas vraiment de biodiversité ou de déchets, je vous le dis tout de suite. Mais le carbone jusque-là était très autocratique dans l'entreprise et on est en train de voir que ça change. Alors moi, dans mon quotidien, on est en train de voir que ça change parce que l'expertise carbone est en train de rentrer dans l'entreprise. On est en train de voir qu'on donne les clés du carbone à des personnes clés. Et je pense aux achats, mais une entreprise qui est présente dans 80 pays, on va donner les clés du carbone à 80 personnes qui vont devoir piloter leurs propres objectifs. Il n'y a pas plus efficace que de réduire les émissions qui sont à côté de vous et que vous pilotez vous-même. Donc il y a une coopération en interne qui se met en place dans l'entreprise. En externe, dans ce qu'on appelle le scope 3, et donc ça passe par la supply chain, d'accord, la chaîne d'approvisionnement, où les entreprises, et Esther nous en parlera, les entreprises collaborent et embarquent toute leur chaîne de valeur parce que leurs émissions dépendent des autres. Et donc, je veux dire, le scope 3, c'est l'essence même de la collaboration, puisqu'il y a une interdépendance des émissions, et donc un recoupement sur ce périmètre-là d'émissions des entreprises. Et puis sur la partie investissement, donc on en parlera avec Alcim, où l'entreprise coopère en aidant les autres à réduire. Et on parlera aussi de l'usage des produits qui permet quand même aux entreprises de revendiquer des contributions positives par l'usage de leurs produits et services. Et puis, il y a ce sujet des territoires où finalement, et là je reprendrai les travaux qu'on a menés à l'époque chez Carbone 4 dans le cadre de Net Zero Initiative, qui est plus que jamais vivante et dont fait partie Schneider Electric, et qui a dessiné les contours d'une neutralité carbone crédible, c'est-à-dire basée sur la science. Et c'est assez simple, c'est qu'une entreprise ne peut pas être neutre. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que ses émissions, son périmètre sont très flous, parce que la plupart des entreprises n'ont pas de puits de carbone dans leur chaîne de valeur. Et donc, en fait, la réponse à ça, donc, à chaque fois, on dit « Ah oui, mais alors, du coup, moi, dans mon entreprise, tout le monde est OK pour qu'on soit neutre. Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, l'entreprise, elle contribue à la neutralité carbone des territoires. Et pour ça, elle va devoir élaborer, comprendre déjà comment fonctionnent les territoires. Donc, on va le voir avec Audrey et Nicolas. Comment cet objectif de la neutralité carbone française d'ici 2050 a percolé dans les territoires et comment l'entreprise qui est ancrée dans ces territoires arrive à montrer qu'elle contribue à atteindre cet objectif-là. D'accord ? Et puis enfin, et c'est mon dernier mot, on revient de la COP, on était présents et vous avez peut-être suivi, comme moi et mes amis, je sais qu'on est une espèce rare, mais on a suivi la fin des négociations sur YouTube samedi soir. Et on a eu un coup de théâtre, comme sur chaque COP, où la Chine et l'Inde, ex-pays en développement, en tout cas pays émergents aujourd'hui, nous disaient qu'elles n'allaient pas arrêter le charbon demain. D'accord, mais qu'elles allaient avoir une sortie progressive du charbon. Il se trouve que ces deux pays-là demandent de l'aide aux pays riches depuis 20 ans. En fait, depuis 26 ans, depuis 27 du coup, mais depuis 26 COP. Et donc il y a aussi un impératif de solidarité et de coopération avec les pays en développement qui est fondamental. Aujourd'hui, qui est fondamental si on veut reconnaître notre responsabilité et embarquer tout le monde dans cette voie de la neutralité carbone. D'accord ? Ça s'appelle le développement bas carbone et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sud. Tout ça, tout ce que je vous l'ai dit, un peu de pub, Sweep le propose. Donc Sweep, c'est un software, un logiciel aujourd'hui qui propose aux entreprises une solution pour piloter cette coopération à tous les niveaux, distribution de la collecte de données, distribution du pouvoir carbone dans l'entreprise, connexion dans la supply chain, des projets de contribution
au développement bas carbone dans le Sud. Tout ça, SWIP le propose, donc je vous invite à aller faire un tour, puis à nous contacter si vous voulez plus d'informations. En tout cas, l'entreprise est vraiment au cœur de cette transition. C'est la recherche de l'intégration en fait, d'une chaîne de valeur et d'une chaîne de l'action qui doit être recherchée. Et plus que là, c'est une communauté d'action qu'on recherche avec ces axes de coopération où l'entreprise est vraiment le maillon fort, si tant est qu'elle puisse échanger avec des territoires. Donc, allons-y. Donc, je vais vous poser un peu des questions à tous les deux. Je vous lance, en fait. Vous y allez, et puis on échange comme bon nous semble. Donc Nicolas Soudon, comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui dans les territoires? On sait qu'il y a eu un cycle, notamment des plans climat énergie. Où on en est de ces plans climat aujourd'hui et comment est vécue la neutralité carbone? Et je ne manquerai pas de vous poser la question aussi, Audrey, puisque vous avez travaillé sur les 2 rapports du HCC. Merci, bonjour à tous. Alors avant de répondre à votre question directement, un élément tout simple de bilan, et je m'inspire du dernier rapport du GIEC. La question clé, mais vous l'avez un peu dit, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. On en émet trop, notre planète ne peut pas absorber tout ça, et concrètement, du coup, la concentration en CO2 dans l'atmosphère, elle augmente continuellement depuis 30 ans. Et c'est pas fini parce qu'il y a des effets à long terme qui sont hérités des décennies passées. Et donc, malheureusement, d'après le GIEC, il est bien probable qu'à horizon 2035, on dépasse les 1,5 degré. Donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Et pourquoi tout ça est un problème? Tout simplement parce que nos sociétés, depuis l'après-guerre, ont été entièrement construites, organisées. L'aménagement du territoire a été fait pour une société basée sur les énergies fossiles qui ont régi toute notre organisation, notre consommation, nos déplacements, l'habitat, l'aménagement, nos autoroutes, enfin tout notre paysage, toute notre modernité a été construite sur une société basée sur les énergies fossiles. Et donc on est très habitué à ça, et c'est évidemment difficile, comme une drogue dure, on va dire, d'arriver à en sortir. Donc il faut accepter de dire, si on sort de cette économie et de ces sociétés basées sur les énergies fossiles, il faut arriver à comprendre qu'on sort d'une modernité qu'on a tous vécue depuis 50, 70 ans. Donc c'est évidemment un problème pour la société, mais aussi pour les entreprises. Deuxième élément de constat, on vient de connaître une crise majeure avec la grande pandémie. Et j'ai envie de sortir une phrase qu'on attribue parfois à Winston Churchill: il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc une crise comme la crise du Covid nous a démontré que finalement, avec un peu de volonté, même si on n'en est toujours pas sorti, on peut faire des choses extraordinaires. On peut arriver à trouver un vaccin en 6 mois, on peut arriver à mobiliser des sociétés tout entières pour se dépatouiller de cette crise, et la coopération qui va derrière, même si elle n'est pas posée sans poser des difficultés, elle permet aussi de combattre une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'ordre sanitaire, mais évidemment la crise qu'on approche progressivement, qui est climatique, elle arrive aussi à grands pas. Elle est certes moins brutale, mais elle va nous arriver, et il faut qu'on arrive à se saisir collectivement des solutions à prendre. Jean Viard, dans son dernier livre, d'ailleurs, le signale, pour lui, cette crise doit constituer un détonateur écologique. On doit aborder les choses différemment, savoir comment mobiliser des financements, mobiliser des ressources réglementaires des États, des entreprises. Et le troisième élément de constat, pour ce qui est des territoires, et en particulier des collectivités locales, il faut être conscient qu'une collectivité locale est l'institution qui va piloter politiquement un territoire. Pour autant, les leviers dont elle dispose sur le climat sont assez réduits. Je voudrais citer un exemple qui est de cette région, qui est la ville de Dunkerque. J'y étais la semaine dernière. Et quand on sait que le territoire de Dunkerque constitue à lui seul près de 40% des émissions de CO2 industrielles de France,
et que la part des émissions de CO2 de la collectivité elle-même en tant qu'institution, c'est totalement marginal. Ça veut dire qu'en gros, les leviers de la collectivité sur les émissions du carbone du territoire, elles sont ridicules en fait. Donc il est absolument indispensable de se lancer dans de la coopération avec les entreprises, c'est ce que fait évidemment le Grand Dunkerque, pour arriver à coordonner ses travaux avec les industriels et permettre effectivement de sortir de cette situation. Même si, vous l'avez dit, l'activité économique de Dunkerque à elle seule ne sera jamais neutre en tant que telle. Il va falloir trouver des compensations ailleurs. Ils sont beaucoup plus agiles, les territoires. D'ailleurs, ils ont pris beaucoup de place dans les COP. Et ils sont apparus comme des acteurs beaucoup plus agiles et plus habiles, plus rapides. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à embarquer ce sujet-là, cet objectif-là, du fait d'une agilité plus forte que les États? Alors moi c'est ma conviction, et c'est ma conviction surtout qu'on ne fera pas la transition écologique sans les territoires, parce qu'en réalité le rôle de l'État de manière générale c'est de définir une réglementation et de s'assurer qu'elle s'applique, c'est un rôle régalien, c'est un rôle de négociation internationale, et puis c'est un rôle d'incitation. Enfin l'ADEME, dont l'agence que je représente aujourd'hui est une agence d'État, dont le rôle est précisément d'accompagner, de déverrouiller, d'inciter les acteurs à travailler sur la transition écologique, et les collectivités en particulier. Alors les collectivités, pour certaines d'entre elles, elles se sont impliquées dans ces enjeux de transition écologique depuis longtemps, des collectivités pionnières, j'ai cité Dunkerque, mais ici dans le territoire on pourrait citer des plus petites collectivités comme Los Angeles ou comme Besançon, comme Bordeaux, etc. Il y en a toute une série, mais elles étaient que certains pionniers il y a 20 ans. Depuis, il y a une réglementation qui s'est mise en place, la loi de 2015 notamment, qui a mis en place les PCAET que vous citiez tout à l'heure. Aujourd'hui, quasiment tous les territoires obligés, donc de plus de 20 000 habitants, se sont dotés d'un PCAET ou sont en cours d'approbation. Pour autant, le PCAET en soi ne suffit pas, c'est beaucoup un outil de diagnostic, mais il faut aller probablement plus loin. Deuxièmement, il y a les différentes lois qui ont été votées récemment, la loi climat et résilience par exemple, la loi AGEC sur l'économie circulaire. Donc il y a toute une série de mesures qui désormais renforcent le poids de la réglementation sur les collectivités notamment. Ensuite, il y a des incitations fortes proposées par l'État, notamment les budgets de l'ADEME, au titre du fonds chaleur et du fonds économie circulaire, qui permettent de financer le différentiel entre une solution carbonée et une solution vertueuse en matière de transition écologique, basée sur des ENR, qui est toujours plus coûteuse au moment de l'investissement. Donc on compense ce différentiel. Ensuite, il y a le plan de relance, massif quand même, 30 milliards sur la question de la transition écologique qui ont été déposés par l'État sur l'année 2020, 2021, 2022. Et puis ensuite, il y a des politiques publiques qui sont proposées aux collectivités de manière plus transversale, qui leur permettent de passer à plutôt que d'avoir des politiques thématiques, thème par thème, d'avoir un regard transversal sur l'ensemble de leur politique publique et d'y intégrer, d'y faire perfuser les questions de transition écologique. On peut mener les mêmes politiques publiques, mais pour chacune d'entre elles avec un regard de préoccupation de neutralité climat. Et vous l'avez dit, mais on y reviendra peut-être, l'enjeu central là-dedans, et je reprends l'exemple de Dunkerque, c'est la coopération évidemment, entre collectivités, entre collectivités et entreprises, entre l'État et les collectivités. Et il ne faut pas oublier un élément essentiel dans la discussion, ce sont nos concitoyens. Je pense qu'aucun projet de transition écologique ne se fera sans la participation des habitants, parce que souvent, ça oblige à un changement de modèle. Je vous parlais tout à l'heure de la modernité de nos sociétés industrielles. Beaucoup de nos habitudes personnelles de consommation, elles sont liées à cette société-là. Il faut embarquer les gens dans ces changements de mentalité. Et alors, qu'en pense le HCC, donc le HCC, le Haut Conseil pour le climat, qui a publié plusieurs rapports, maîtriser l'empreinte carbone de la France et redresser le cap, ça donne le ton. Quel est son regard sur cette transition qui doit être mise en œuvre? Oui, donc déjà peut-être présenter rapidement ce qu'est le Haut Conseil pour le climat. Donc c'est une institution qui est assez récente, qui a été créée en 2019. Donc là, cette année, en 2021, on a publié notre 3e rapport annuel. Donc en fait, par la loi, on nous demande de publier chaque année un rapport sur l'action climatique de l'État et de s'assurer en fait du niveau d'alignement des décisions que prend l'État par rapport aux objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Donc neutralité carbone en 2050 et une réduction de 40% des émissions d'ici 2030, objectif qui pourrait être relevé prochainement. Donc dans ce cadre-là, en fait, la 2e année, on a décidé de s'intéresser aussi aux échelons infranationaux, en commençant par l'échelon des régions, et de comprendre en fait les compétences qu'ont les territoires pour pouvoir mettre en œuvre la transition concrètement.
Donc, ce qui nous est apparu, déjà, c'est que le transfert de compétences de l'État vers les territoires, c'est finalement assez récent. Enfin, ça date des lois Grenelle, donc des années 2010, où donc est venue l'obligation de créer des plans climat à l'échelle des groupements de communes et également à l'échelle des régions, donc ce qu'on appelle les PCAET et avant les SRCAE. Donc ça, c'était un premier exercice qui a été utile pour permettre, comme le disait Nicolas, une meilleure appropriation en fait, de ces enjeux, de créer une culture, une connaissance des enjeux climatiques propres au territoire. Suite à ça, on a aussi la loi MAPTAM en 2015 en fait, qui a donné le rôle de chef de file climat aux régions, et ce qui concrètement veut dire qu'elles doivent coordonner les différents acteurs de leur territoire sur les sujets climatiques. Et comment ça se passe cette coordination ? Alors là-dessus, c'est encore très récent. Et justement, un des éléments qui nous est apparu, c'est un besoin d'évaluer comment les régions s'emparent de leur rôle de chef de file pour identifier les bonnes pratiques, dans quelle mesure elles arrivent à implanter en fait, une déclinaison de la stratégie nationale française à l'échelle de la région et ensuite aussi au sein des différents acteurs qui composent le territoire. Sachant qu'ensuite, c'est plutôt au niveau des EPCI, donc des groupements de communes, où les compétences vraiment opérationnelles elles sont plutôt au niveau des EPCI. Donc la mise en œuvre concrète des actions sur le transport, les bâtiments, etc. Il y a un échelon qui serait le meilleur, je pose la question à tous les deux, mais quel serait le meilleur échelon justement pour la mise en œuvre et puis peut-être le pilotage entre les EPCI, les régions Je commence. Les régions ont un rôle qui reste beaucoup sur la planification stratégique. Mais là où c'est intéressant, c'est que les SRADEC, donc les plans climat à l'échelle régionaux, ont aussi un rôle prescriptif. Donc un certain nombre de documents qui sont à l'échelon infra-régional vont devoir être compatibles avec ce qui est annoncé dans le SRADEC. Donc il y a un besoin de dialogue et de coopération entre les différents échelons pour que tout ça soit bien cohérent. Oui, clairement, c'est le couple région-EPCI, à mon sens, et dans les EPCI, donc établissements publics de coopération intercommunale, regroupement de communes, etc., on met des métropoles jusqu'aux communautés de communes et tous leurs délégataires, que peuvent être des pays, des PETR, des PNR, etc., et puis les syndicats d'énergie, les syndicats de collecte et traitement des déchets, etc., qui travaillent pour le compte des EPCI. Ce couple-là, il est essentiel. Les régions dans un rôle stratégique et planificateur, mais qui est important, et parfois financeur ou cofinanceur, et les EPCI dans le rôle du maître d'ouvrage des projets. Donc c'est sur eux que repose la responsabilité principale au titre des différentes lois qui ont été promulguées depuis une dizaine d'années. Et je le signale parce que le point que vous soulevez est très important, effectivement, c'est la bonne articulation entre les exercices internationaux, nationaux comme la stratégie nationale bas carbone, les SRADET, les schémas régionaux, et ensuite les PCAET. Cette articulation-là, elle existe juridiquement. En revanche, dans les chiffres, c'est pas évident. Ça veut dire qu'on a du mal à recoller les indicateurs du niveau local jusqu'au niveau national. Ça veut dire que l'objectif de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, il y a beaucoup d'acronymes, j'espère que vous suivez. Oui. La stratégie nationale bas carbone, dont l'objectif est la neutralité carbone à 2050, n'a pas encore, quelque part, elle n'a pas collé précisément à l'organisation schématique, à cette imbrication des acteurs. Elle y contribue, mais de manière juridique. C'est simplement, les exercices infranationaux doivent être compatibles avec. Mais il n'y a pas d'indicateurs chiffrés qui permettent de connecter tout ça. Donc il y a un enjeu clé, qui est l'enjeu de l'observation, ce qu'on appelle l'observation. Donc en gros, avoir des observatoires au niveau notamment régional qui fiabilisent des chiffres et des chiffres qui sont homogènes entre régions et qui puissent être comparés avec les chiffres nationaux pour voir comment ça avance. Il faut s'imaginer un pilote dans un avion qui naviguerait sans aucun instrument de bord ou avec des instruments de bord qui sont différents suivant qu'il fait beau ou qu'il fait pas beau ou qui changent quand il passe d'une région à l'autre. Donc c'est essentiel d'avoir des éléments d'observation fiables et homogènes. Et le HCC fait des propositions de ce point de vue-là, et sur le transit de la donnée, mais aussi sur pour le coup, la coopération entre ces différents échelons. Oui, donc, du coup, sur cette question de l'alignement entre les différents plans, pour moi, il y a deux points principaux. Donc, il y a effectivement la question des données, où actuellement, en gros, dans chaque région, on a des observatoires qui créent des données sur les sujets énergie-climat, mais par contre, qui n'utilisent pas les mêmes méthodologies. Et donc actuellement, si on veut regarder différentes régions, on ne peut pas les comparer et on ne peut pas les sommer.
Et en plus, la méthodologie est aussi différente de ce qui est fait à l'échelle nationale. Donc on ne peut pas non plus comparer entre le national et le régional. Donc tout ça, ça rend un peu complexe d'avoir des objectifs qui portent sur le même périmètre. Et une deuxième chose, c'est que sur ces exercices de planification, pour le moment, il y avait des problèmes de calendrier, où en fait les SRADET, donc les plans à l'échelle des régions, ont été publiés l'année dernière. Donc ça a été publié juste après, ça s'est tombé juste après la deuxième SNBC, mais du coup ils n'avaient pas connaissance des objectifs de la nouvelle SNBC pour créer ces stratégies régionales. Et donc il y a tout cet enjeu d'aligner les calendriers. Donc là on va réenclencher un processus de révision de la stratégie française à l'échelon national. Donc il faut espérer que derrière on puisse, qu'il y ait de la coopération, de la concertation avec les acteurs infrarégionaux et qu'on puisse décliner ces objectifs à l'échelon régional et infrarégional. Et concrètement, ce dialogue dont vous parlez, dont on a besoin, quelle forme il prend en fait concrètement? Est-ce qu'on se retrouve autour de la table? Est-ce qu'on s'appelle? Comment on fait dialoguer en fait ces acteurs-là? Comment on les met en fait sur la même ligne? Parce que j'ai l'impression que tout est là. On a tout, mais ça résume bien l'enjeu du défi climatique. En fait, on a les solutions. Donc là, pour le coup, en France, pour l'action territoriale, on a l'impression que tous les échelons sont mobilisés, bien définis, leurs compétences aussi. Alors, il faut là un peu d'huile de coude pour que tout ça fonctionne bien. Comment on favorise le dialogue ? Alors, de notre côté, on essaye d'y contribuer, notamment dans un travail qu'on a fait avec Régions de France et une série de régions pilotes. On a essayé justement de mesurer quel était l'alignement de leur stratégie régionale avec la SNBC. Ces travaux sont pour l'instant confidentiels parce qu'ils ont été menés C'est bon ou pas? Pardon? Elles sont plutôt alignées? Non, elles sont encore à l'écart. Enfin, il y a un écart par rapport à la trajectoire, mais ça, on le sait très bien. Le HCC le dirait mieux que moi, mais oui, on est en dessous des trajectoires. On a des bons élèves. Il y a des régions. Oui, évidemment. Il y a des régions qui sont en avance par rapport à d'autres, mais qui restent quand même à l'écart. Et donc, ce travail. L'enjeu clé, c'est de faire œuvre de transparence pour voir justement quel est le chemin qui reste à parcourir. Sachant encore une fois que les collectivités, que ce soit les régions ou les EPCI, n'ont pas toutes les cartes en main, puisqu'il y a une partie du travail qui doit être réalisée par les entreprises. Mais tant qu'on n'a pas des indicateurs fiables qui permettent à tout le monde de voir cette transparence, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. Je voulais peut-être aussi rebondir sur cette notion de bons ou mauvais élèves, parce que quand on parle de neutralité carbone à l'échelle nationale, en fait, on ne peut pas décliner cet objectif sur l'ensemble des régions, parce que notamment le côté puits de carbone, les forêts ne sont pas, ou les sols ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Mais en fait, c'est la même chose pour les émissions. On parlait dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup d'industrie. En Normandie, Bretagne, il y a beaucoup d'agriculture. Donc en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes et les potentiels de réduction ne sont pas les mêmes selon les régions. Donc ça, c'est aussi un besoin de dialogue entre les régions pour qu'elles puissent justement s'entendre sur des objectifs qui fassent sens quand à la fin, on va sommer ce que les régions veulent faire pour atteindre les objectifs nationaux. Donc ça, faut bien l'avoir en tête, où du coup, les stratégies de décarbonation dans les régions vont vraiment dépendre de leurs propres enjeux, des spécialisations historiques de leurs industries et des potentiels de réduction qu'elles ont sur leur territoire. Alors merci Audrey, parce que effectivement ça c'est passionnant et ça ressemble à des cadres de coopération du futur. Je rappellerai que pour les entreprises c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont des artisans de la neutralité carbone. Une entreprise qui nous vend des trains, il faut souhaiter que ses émissions augmentent, parce que les trains vont retirer des voitures de la route. Je crois que Bonduelle n'est pas très loin, il faut souhaiter que Bonduelle se développe, parce que Bonduelle nous propose des protéines végétales à la place de protéines carnées, etc., etc. Donc on a de réels artisans de la neutralité carbone dans les entreprises, et c'est d'ailleurs c'est souvent quelque chose que ces entreprises-là aiment entendre, c'est qu'il faut souhaiter que ces entreprises se développent. En fait, il faut souhaiter que leurs émissions augmentent, puisqu'elles vont être responsables de réduction d'émissions ailleurs grâce à leur business, en fait, par l'utilisation des produits ou des services qu'elles vendent. D'accord ? C'est une des meilleures façons de contribuer pour une entreprise. D'ailleurs, j'en profite. Il y a 4 façons pour une entreprise de contribuer positivement à la neutralité carbone. Réduire ses émissions en valeur absolue. Les pétroliers doivent réduire leurs émissions, de fait. Et aucun d'entre eux ne le dit. Tous
avance des chiffres d'intensité carbone par baril de pétrole produit, c'est ça, d'accord? Ça veut dire j'augmente mes émissions. Donc réduire ses émissions. 2, l'utilisation des produits et des services par l'entreprise, d'accord? Donc des produits et des services dont la moyenne d'émissions est plus basse, enfin dont les émissions sont plus basses que la moyenne, d'accord? Un t-shirt bien fait, bien fabriqué est moins émetteur qu'un t-shirt où il y a de la déforestation derrière, quoi, d'accord? Troisième axe de contribution, le soutien à des projets directement, qui peuvent se faire par l'achat de crédit carbone. Et puis enfin, l'investissement, qui est une vraie forme de contribution des entreprises. Et donc on voit bien que les entreprises ont des spécificités différentes selon leur secteur d'activité, et qu'en fait, c'est marrant, parce que dans les régions, on a ça aussi, avec des régions très rurales, d'autres très urbaines. Et donc comment va s'organiser, et est-ce que c'est une bonne nouvelle, la valorisation des atouts des territoires, et comment on peut imaginer qu'elles coopèrent demain? Peut-être un élément sur le poids et l'importance des activités économiques. Vous dites effectivement qu'il y a certaines activités économiques dont on devrait voir l'empreinte carbone augmenter parce qu'elles contribuent à la transition écologique. Il faut être aussi vigilant à ne pas dire, pour un territoire, je me débarrasse des activités économiques, comme ça j'ai atteint la neutralité carbone. Je pense que personne n'est tenté de faire ce constat, mais il faut être conscient que ce n'est pas parce qu'on externalise à l'étranger des activités économiques pour des produits qu'on va ensuite importer que le bilan climat, tout ça est positif, loin de là. Donc il faut pas considérer qu'il faut baisser l'activité économique, il faut simplement essayer de la décarboner ou de la rendre plus durable. Et ça passe par toute une série d'actions, de subventions, de financements qui permettent de couvrir le surcoût à l'investissement de ces activités-là. Dans le cadre du plan de relance, notamment, on gère nous à l'ADEME une grosse enveloppe de quasiment 2 milliards d'euros sur 2 ans qui permet justement de décarboner les grandes industries, mais aussi de travailler auprès des TPE, PME sur des petites actions concrètes. Mais la décarbonation de l'industrie, c'est par exemple toutes les industries qui sont très intensives en énergie, c'est essayer d'électrifier tant qu'on peut pour renoncer au charbon ou renoncer à des énergies fossiles, mais ce sont des investissements gigantesques. Donc il faut des subventions qui sont à la hauteur. Et deuxième élément, les collectivités ont quand même un poids malgré tout vis-à-vis du domaine économique, c'est qu'elles sont elles-mêmes consommatrices d'activités économiques, et de manière quand même importante. La commande publique aujourd'hui en France, c'est 200 milliards d'euros. Donc si la commande publique elle-même essaye de s'aligner sur des critères de neutralité carbone, c'est au moins un effet de levier significatif sur les entreprises qui vont répondre à des appels d'offres. C'est le cas aujourd'hui, la commande publique est alignée sur la neutralité en fixant des contraintes aux fournisseurs? Alors elle n'est pas encore complètement, mais cela dit, la loi climat et résilience donne un certain nombre d'obligations pour la commande publique dans son article 35. C'est probablement pas suffisant, il faut encore aller plus loin, mais il faut signaler que l'enjeu à l'avenir, c'est pas uniquement de la contrainte réglementaire, c'est aussi des initiatives à prendre par les collectivités elles-mêmes pour aussi pouvoir se certifier auprès du grand public, auprès des parties prenantes, comme étant une collectivité engagée sur le chemin de la transition écologique. D'où les labels, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Et sur cette coopération, alors Audrey, est-ce que ça vous inspire de voir demain coopérer des régions entre elles, des fournisseurs de neutralité carbone? Je pense notamment aux territoires ruraux, dont le bénéfice, en termes notamment de puits de carbone, dépasse la fourniture d'alimentation pour les villes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inspire pour l'avenir? Oui, effectivement, quand je parlais déjà d'enjeux différenciés entre les régions, c'est encore plus vrai à l'échelon infrarégional. Parce que là, on va avoir des métropoles qui sont principalement consommatrices d'énergie et d'alimentation, et à l'opposé, des territoires très ruraux, peu peuplés, et avec beaucoup de production agricole et possiblement des énergies renouvelables, du potentiel pour les énergies renouvelables. Donc là-dessus, très clairement, il y a besoin de faire dialoguer ces différents... Et là, du coup, à l'échelle des métropoles, il y a justement des coopérations possibles entre les grandes villes et les territoires autour. Ok. C'est super tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a l'impression que c'est en route. Peut-être je reviendrai sur les territoires, mais pour ouvrir justement sur les entreprises,
comment maintenant vous voyez, vous deux, le rôle de l'entreprise, et c'est la balle de service pour vous. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais comment vous voyez le rôle des entreprises? Est-ce que les entreprises intègrent ces schémas de planification? Est-ce qu'on a des entreprises qui sont autour de la table et qui disent OK, cette intercommunalité a pris l'objectif de neutralité carbone. Moi, autour de la table, là, je vais vous y aider parce que je fournis des vélos partagés, parce que je vais décarboner le mix, parce que je suis une coopérative agricole et que je vais fournir du biogaz dont vous avez besoin, parce que je sais capter la chaleur des data centers et réchauffer et chauffer ce bâtiment, parce que j'isole les bâtiments et que c'est la source d'émission numéro 1, parce que je suis transdev et que je fournis des etc., etc., etc. Comment ça se passe en fait? Est-ce que la région, les territoires disent « je vais avoir besoin de vous, les entreprises ». Est-ce que vous pouvez vous mettre en ordre de marche pour me dire comment vous allez m'aider? Alors, la pression, elle provient de tout le monde. Elle peut provenir d'une collectivité elle-même qui va être le pilote, la locomotive des enjeux de transition écologique, qui va essayer de tirer les entreprises, les particuliers, l'État, etc. Parfois, ce sont les habitants eux-mêmes qui mobilisent leurs élus et leur disent « bon, ça va pas, le territoire n'est pas assez audacieux, etc. » Et de fait, parfois, effectivement, ce sont les entreprises. Moi, j'ai quelques exemples en tête de contrats de transition écologique, notamment en Occitanie, où c'est un réseau d'entreprises qui a tiré le territoire sur le chemin de la transition écologique, alors que les acteurs, les élus locaux étaient un peu loin du sujet, probablement plus concentrés sur des enjeux agricoles ou d'emploi, faisant pas forcément le lien entre les différentes problématiques. Et c'est là où l'État, ou l'ADEME par exemple, mais l'État en général, peut arriver aussi à catalyser ces intérêts communs et à mettre tout le monde autour de la table. C'est l'enjeu des contrats de relance et de transition écologique qui aujourd'hui normalement sont répartis sur l'ensemble du territoire français, 850 contrats de relance et de transition écologique à des échelles plus ou moins larges, et dont l'enjeu est effectivement de mettre en place une gouvernance de la transition écologique, de faire se parler les parties prenantes. Et moi, je suis convaincu que les entreprises, notamment celles qui sont les plus avancées en matière de transition écologique, peuvent servir de locomotive à un territoire. Elles sont conçues comme crédibles par beaucoup d'élus. Et puis, elles sont conscientes qu'il y a des actifs échoués qui vont nous rester entre les bras dans 10, 20, 30 ans, que certaines de ces entreprises font partie du domaine de l'économie de l'offre, de la transition écologique, comme vous le dites très bien, proposent des solutions de rénovation énergétique, proposent des solutions de mobilité décarbonée, propose des réseaux de chaleur basés sur les ENR. On en a plein en tête, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jaloux, mais il y a plein d'entreprises qui effectivement sont déjà dans le domaine de la transition écologique, ont développé du business autour de ça. La question derrière, c'est les questions du financement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les questions autour de la transition écologique nécessitent des financements supplémentaires. Il y a une étude I4CE qui a été réalisée l'année dernière, qui montre que les investissements climat, ils sont en hausse. En 2019, ils s'élevaient à 48 milliards d'euros. C'est bien. Les efforts d'investissement, ils sont montés de 1,7 à 2,4% du PIB en 10 ans, jusqu'en 2019. C'est une bonne chose. Et le secteur public y a fortement contribué, à hauteur de plus de 50%. Néanmoins, aujourd'hui, dans le même temps, les investissements fossiles ont aussi augmenté de 70% dans la même période et à un montant plus élevé, plus de 70 milliards d'euros. Donc à un moment, il faut faire des choix et je pense que ces choix-là, ils doivent être partagés, discutés et les entreprises doivent évidemment faire partie du tour de table pour intégrer les enjeux et faire partie de ceux qui vont inciter à prendre des décisions. Audrey, vous voulez rajouter? Oui, je vais prendre la question un peu différemment. Parce que du coup, quand on parle à l'échelle des entreprises, on est plutôt sur une notion d'empreinte carbone. Donc, c'est vraiment les émissions qui sont liées au produit ou au service qui est vendu, qu'elles soient émises sur le territoire ou en dehors de nos frontières. Et du coup, dans un travail qu'on a fait sur l'empreinte carbone de la France, donc déjà ce qu'on sait, c'est que sur notre empreinte, plus de la moitié provient d'émissions importées. C'est non pas ce qui vient de notre territoire, mais ce qui vient de d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse en fait aux produits et services qui sont vendus ou choisis par des acteurs français, par des acteurs économiques français, ça représente 75% de notre empreinte carbone. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une majorité de l'empreinte carbone, c'est dans les choix que font les entreprises par là où elles s'approvisionnent ou les citoyens dans leur choix de consommation. Donc, on a en fait des leviers pour
pour pouvoir agir sur voilà, la majorité de notre empreinte carbone. Donc là, sur cette base, en fait, on a étudié en fait, différents leviers possibles pour mieux maîtriser notre empreinte carbone. Parce que sur ce qui est territorial, on a notre stratégie française dont on parlait, mais tout ce qui est émissions importées, actuellement, il n'y a aucune stratégie en France pour la maîtriser. Donc parmi les leviers identifiés, les entreprises sont en fait un gros acteur, et notamment sur en fait, le fait de prendre en considération les aspects environnementaux dans le choix d'approvisionnement. Donc là-dessus, il y a eu des avancées avec la loi Pacte, mais on demande à ce que ça aille plus loin pour que ce ne soit pas seulement une prise en considération possible, mais qu'il y ait plus d'exigences, ou alors on peut passer par la commande publique, comme on l'a dit avant. Voilà, mais d'aller plus loin sur les aspects environnementaux de toute la chaîne amont. Bien sûr, donc après, une entreprise prise isolément, elle a un pouvoir d'action qui est parfois assez faible sur ses fournisseurs, puisqu'elle n'est qu'une parmi beaucoup de fournisseurs. Donc il y a aussi un travail par filière qui peut être fait pour avoir des stratégies par filière et pouvoir peser justement sur les fournisseurs. Et un autre levier, c'est aussi la mise en place de scores carbone, qui doit aussi prendre en compte d'autres enjeux environnementaux. Mais en tout cas, sur cette composante carbone, elle est importante pour stimuler la concurrence entre les entreprises et aussi permettre de se différencier sur des critères environnementaux et gagner des parts de marché en mettant en avant ces atouts sur les aspects carbone. Ouais, l'approche filière, c'est vraiment une illustration parfaite de la coopération. Et les clubs locaux, justement, et donc Nicolas, vous parliez d'euros de milliards. Du coup, je vous regarde vous, Alcim, forcément. Est-ce que les entreprises, première question en fait, est-ce que les entreprises avec qui, parce que vous êtes en haut de la tour de contrôle, quoi. Vous voyez quand même ce qui se passe un petit peu sur votre territoire et vous financez des entreprises. Est-ce qu'elles parlent le langage territoire, ou est-ce qu'elles en sont encore un peu loin, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont le mot neutralité carbone à la bouche? Est-ce qu'elles sont actrices de la transition locale? Est-ce qu'elles se sentent mobilisées par REV 3 pour parler des Hauts-de-France? Je pense d'abord, sur ce sujet-là, il est difficile de généraliser. On trouvera bien évidemment tous les exemples possibles. Et donc, il y en a évidemment qui sont, comme vous le disiez, il y a des entreprises qui en font comment dirais-je, un critère de développement. Ils veulent se développer sur ce sujet de la neutralité carbone et des solutions à apporter sur ce sujet-là. Ça devient une activité à part entière pour elles, et donc elles sont évidemment très investies. D'autres s'en sentent plus lointaines encore, mais je suis convaincu que le mouvement est en train de prendre et qu'on va réussir progressivement à amener tout le monde dans le bateau. Mais sur le rôle des entreprises dans les territoires sur ces sujets climatiques, moi je voudrais d'abord commencer par indiquer que nous-mêmes, en tant qu'entreprise bancaire, mais on est une entreprise, donc on est convaincu de ce sujet, évidemment, de la nécessaire transition écologique, de ces économies de carbone à faire. Donc avant d'en parler à nos clients, on s'applique d'abord à nous-mêmes une stratégie importante de réduction de nos émissions. Ça passe par des indicateurs très clairs de notre plan stratégique. Ça passe par des indicateurs de part variable chez nos managers qui seront intéressés là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des achats locaux en circuit court, ça fait partie aussi des éléments clés qu'on a mis en place à la Caisse d'épargne de France. On s'est aussi lancé dans une labellisation Bicorp et les travaux sont en cours pour obtenir le label. Donc voilà, donc en fait, ce que je voulais dire juste là-dessus, c'est qu'on ne sera crédible aussi vis-à-vis de nos clients qu'à partir du moment où on s'applique les choses à nous-mêmes. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, bien évidemment, la transition écologique et les problématiques climatiques, c'est un risque économique à terme c'est un risque à terme, c'est aussi un risque économique, c'est un risque pour les modèles économiques. Et donc nous, on est quand même des acteurs qui finançons à long terme les entreprises. Donc c'est bien évidemment un critère que l'on prend en compte. Notre sujet, c'est d'être vraiment partenaire du développement de nos clients. On se considère, nous sommes plus qu'une banque, et donc on veut pouvoir entamer, et on a commencé à entamer le dialogue
avec nos clients sur ces sujets de réduction des émissions pour pouvoir les aider, pour pouvoir les informer sur les dispositifs qui existent, réglementaires notamment, et en général le point d'entrée réglementaire fonctionne assez bien, c'est-à-dire que quand il y a des contraintes et donc des travaux à faire, on est là pour leur présenter ce qui va se passer, et une fois que les diagnostics sont faits, on a la capacité de les accompagner dans les projets qui naîtront de ces diagnostics et donc de ce qu'ils devront faire pour réduire les émissions. Alors ça c'est passionnant, moi je l'observe aussi au quotidien et c'est assez récent. C'est que certaines grandes entreprises comme la Caisse d'épargne se positionnent comme partenaires de la décarbonation de leurs parties prenantes et de leurs clients. De nos clients, absolument. Donc vous les aidez comment concrètement ? Mais alors concrètement, on a depuis déjà un certain nombre d'années, mais on met un accent particulier là-dessus. En fait, sur l'ensemble de nos clients, que ce soit les clients particuliers, les professionnels, les entreprises, le secteur public, les collectivités locales, le logement social, l'économie sociale d'une façon générale, on a pour chacun de nos types de clientèle des gammes de services, de prêts ou de placements qui nous permettent de financer concrètement la transition écologique. Par exemple, pour le segment des particuliers, on a des prêts bonifiés qui existent pour financer les véhicules électriques, les travaux de rénovation des logements, tout ce qui est immobilier neuf qui respecte les dernières réglementations. On a des financements bonifiés là-dessus. On propose aussi à nos clients particuliers des solutions de placement qui respectent les critères ISR évidemment, avec des teintes particulières sur tout ce qui est décarbonation. On a aussi eu l'occasion par exemple de proposer à nos clients d'investir dans des forêts parce qu'on est convaincu justement que ça a un impact sur, c'est un puits de carbone, donc c'est important. Sur la partie entreprise, on finance les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, et ça fait longtemps. Dans les nouveautés de l'année, et on parle de coopération, et ça je pense que c'est un point important, on a mis en place au sein du groupe et donc à la Caisse d'épargne de France, ce qu'on appelle un prêt à impact. Le prêt à impact, c'est être capable, nous banques, de bonifier le financement qu'on va octroyer à un acteur du logement social, un professionnel de l'immobilier, à une collectivité locale. On va être capable de bonifier le financement à partir du moment où, dans la durée de vie du projet que nous financerons, on s'entend avec notre client sur les critères que l'on va mesurer au fur et à mesure de la vie du projet. Donc ces critères qui doivent être parfaitement quantifiables, vérifiables aussi par des tiers. Si les critères sont remplis, on verse une bonification au client. Et le client, ensuite, sur cette bonification, a la capacité soit de reprendre la bonification pour lui, soit de la reverser à une autre association du territoire. Donc ça, c'est un premier bon exemple de financement innovant à impact quantifié pour les projets de nos clients. Dans un deuxième domaine, et là c'est plus entre guillemets une annonce, on lance dans pas très longtemps, dans les prochaines semaines, une plateforme de crowdfunding dédiée aux projets d'énergie renouvelable de nos clients. Donc la plateforme s'appelle Kiwai ENR. L'enjeu, c'est tous nos clients corporate au sens large qui ont des projets ENR. On va pouvoir les mettre sur cette plateforme de crowdfunding, et donc les projets de nos clients entreprises, on va pouvoir les faire financer par crowdfunding par nos clients particuliers avec la garantie de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Et c'est important parce qu'on va être capable aussi justement de limiter la zone géographique sur laquelle les investissements seront proposés. Ça veut dire qu'une entreprise dans un endroit veut mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, et on pourra, grâce à cette plateforme, faire en sorte que seulement les investisseurs qui habitent dans une zone, je dis n'importe quoi, entre 10 et 20 km autour de cette entreprise, ne pourront financer ces projets. Et tout ça, c'est fait justement pour créer un lien direct entre les citoyens et ces projets vertueux pour tout le monde. Ça me fait beaucoup penser à la coopérative de La Rochelle, la coopérative carbone de La Rochelle que j'avais accompagnée lorsque j'étais chez Carbone 4 et qui est vraiment un bel exemple de collaboration entre le tissu associatif local, les initiatives privées, les habitants et puis les pouvoirs publics locaux.
Et en termes de suivi d'impact, est-ce que vous êtes équipé? Alors je sais que vous ne travaillez pas avec Sweep, mais ça ne saurait tarder. À votre disposition pour en parler, je vous l'avais déjà dit. Mais en termes de suivi d'impact et de données, c'est parce que là, on a quand même beaucoup d'entreprises qui n'y connaissent rien au carbone et pour qui ça devient une contrainte. Alors, j'ai une deuxième question derrière, c'est comment ça se passe sur la communication, mais comment vous faites avec des entreprises qui vous expliquent qu'en fait, elles ont autre chose à faire que s'occuper du carbone et que de toute façon, mesurer du carbone, elles ne savent pas faire? Est-ce que là, vous êtes en mesure de leur proposer des solutions pour suivre l'impact, en fait, et pour être sûr que demain, elles ne mettent pas plus de carbone dans l'atmosphère, puisque ce n'est pas l'objectif? Mais je pense que ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place. Et ça, si je peux dire, c'est un peu sur la to-do list. On a deux enjeux auxquels il faut qu'on réponde. C'est un enjeu, quelque part, de pilotage de notre démarche. C'est déjà savoir, et demain, être capable de savoir exactement, de référencer tout ce que nous finançons de positif, première chose, mais aussi en allant au-delà de ce que nous finançons, c'est de l'impact positif de ces financements, de pouvoir suivre ça dans la durée. Donc ça, on a un sujet de pilotage de la donnée à mettre en place, et si Sweep y participe, il faut qu'on en parle. Et le deuxième, on a aussi un sujet pour demain, qui est celui de la formation de l'ensemble de nos collaborateurs, parce que tout le monde ne peut pas du jour au lendemain s'improviser expert climatique et pour aller accompagner et avoir ce discours auprès de l'ensemble de nos clients. Donc on commence petit, on a un bon expert du sujet qui forme progressivement l'ensemble de nos forces commerciales pour justement pouvoir vraiment aider tous nos clients sur ces sujets-là. Et notre enjeu, c'est vraiment, on souhaite vraiment pouvoir le faire, mais c'est plutôt devant nous que fait pour le moment. Et après, sur la mesure de notre impact, le groupe BPCE, donc l'ensemble des banques populaires et des caisses d'épargne, est membre de la Net Zero Banking Alliance et qui a donc comme objectif de suivre scrupuleusement les accords de Paris et donc d'avoir des portefeuilles d'activités et des portefeuilles de crédit notamment qui représenteront pas plus d'1,5 degré à horizon 2050. Et là, le groupe, donc, on est en train de travailler sur la mesure concrète de nos encours, la contribution de nos encours à cet objectif net zéro. Ah, alors parce que sur ce sujet-là, je suis obligé de vous prendre au mot sur le scope 3 en fait, de vos investissements. Vous n'êtes pas sans savoir que les groupes bancaires ont une empreinte carbone et 95% au minimum viennent de l'investissement. C'est-à-dire que vous choisissez où mettre l'argent quand même. Est-ce que vous savez aujourd'hui dire non ? Je pense que c'est notre métier de dire non. Donc non, mais c'est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Et donc, est-ce que ça vous est même déjà arrivé très localement là sur le territoire de dire ah non, je suis désolé, votre projet il est pas du tout aligné avec cette révolution industrielle qu'on veut sur le territoire et cet objectif de neutralité? Ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais ça fait clairement partie des choses qu'on va mettre en place parce que si on veut atteindre cet objectif du 1,5 degré à horizon 2050, il faut évidemment commencer maintenant. Ça ne veut pas dire on a déjà aujourd'hui des politiques de secteur complètement interdits et tout ça, ça existe. Ensuite, je pense que le but, et vous le disiez aussi, il faut pouvoir encourager le développement de certaines entreprises qui représente du coup à terme un bénéfice pour la société, puisque leur développement implique qu'il y aura du carbone en moins à d'autres endroits. Donc il ne faudrait pas que nous, banques, on interdise ces projets-là. Donc il faut qu'on arrive à leur dire oui aussi. Et donc c'est pour ça qu'en fait, cet objectif, il se mesure sur la globalité du portefeuille des banques et il se mesurera sur la globalité du portefeuille et pas forcément opération par opération, plus un impact global. Et vous échangez avec la région directement ou pas on pourrait le faire sans doute un peu plus. Ou des EPCI. Est-ce qu'il existe ce dialogue déjà ?
Ce dialogue de nous, banques, directement sur ces sujets-là avec les EPCI, il existe compte tenu du fait que ce sont nos clients. Et donc, dans le rapport, quelque part, de client à fournisseur, de client à sa banque, il existe. En revanche, de participation, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans le dialogue avec les collectivités d'une façon générale et tout ça. Le message est passé. Merci Elsim. On parlait du scope 3, donc pour tout le monde, hein, scope 1 et 2, qui sont les émissions directes, on va dire ça comme ça, et le scope 3, tout le reste de l'empreinte carbone d'une entreprise, donc des émissions partagées avec d'autres. Et chez Schneider Electric, vous avez un projet qui s'appelle Zéro Carbone Project, même si le zéro carbone n'existe pas. Mais c'est un joli nom qui raconte quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce projet-là? Alors, déjà, en introduction, ce que je peux dire, c'est qu'une entreprise se pose exactement les mêmes questions de gouvernance et de cascade de l'objectif et d'articulation entre global et local que ce qu'on a entendu en première partie. Donc, je rigolais en vous écoutant. Le côté kafkaïen de la coordination, c'est exactement la même chose. À la fois en interne d'une entreprise et aussi avec ses fournisseurs. Donc, je vais venir à ce qu'on fait avec nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'au niveau global, corporate, la stratégie du groupe, on va se fixer des objectifs en ligne avec l'accord de Paris, aligné de degrés, 1,5 degré en l'occurrence pour Schneider Electric. On fixe le cadre. L'action, elle, reste locale. Et donc, on a toute une gouvernance à structurer pour arriver à cascader cet objectif global qui n'est qu'un cadre, en fait, jusqu'à de l'action. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à la fin, in fine, nos sites, par exemple nos usines, elles agissent à la fois en regardant le cadre global fixé par l'entreprise, mais aussi, évidemment, le cadre fixé par leur territoire, parce que c'est leur réalité d'activité et d'opération. Donc, on se pose les mêmes questions sur la donnée, la coordination, l'alignement des objectifs, avec nos propres opérations et avec nos fournisseurs, ce fameux scope 3. Alors comment on a décidé de travailler chez Schneider Electric? Quand on fait son bilan carbone, hein, quand on est une entreprise, sauf exception, 90% des émissions sont du scope 3, des émissions indirectes, dont une bonne partie généralement dans la chaîne de valeur amont, les fournisseurs, mais aussi les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Et aujourd'hui, pour aligner son objectif climatique, évidemment, on ne peut pas se regarder uniquement nous-mêmes. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Il y a la question de ce qu'on achète, et ça représente une énorme part en fait, du pouvoir de décision et du poids carbone, ou de la poids décisionnel carbone des acteurs économiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on demande depuis le projet qu'on a lancé début 2021 à nos 1000 fournisseurs les plus importants, partout dans le monde, qui représentent une part très significative de nos fameuses émissions indirectes amont, de eux-mêmes s'engager, de réduire leurs propres émissions opérationnelles très vite. On leur demande de réduire de 50% en 5 ans, donc de 2020 à 2025, pour continuer et pour continuer à être un partenaire de Schneider Electric. Et évidemment, ce qu'on veut générer, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire un effet d'engagement le long de la chaîne de valeur. Et je pense qu'il y a des choses qui sont des postures qu'on a définies dans ce programme qui sont assez importantes. On n'aborde pas du tout ce sujet comme du bilatéral, derrière des portes fermées. Ceci est une négociation d'entreprise à entreprise. Ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'intégrer le climat dans leur stratégie, de le publier, de le reporter, que ce soit leur stratégie et pas juste leur engagement pour Schneider Electric, sinon ça n'a aucune valeur, et de l'intégrer en fait à leur stratégie d'entreprise. Et on fait ça tout aussi bien avec les très gros, qui peut-être n'avaient pas besoin de nous pour se poser des questions, mais aussi dans les 1000, il y en a qui sont relativement petits ou dans des pays encore moins matures en termes d'engagement climatique. Donc on leur demande vraiment de l'intégrer dans leur stratégie climat, d'en faire une stratégie d'entreprise et pas juste une négociation contractuelle. Et puis évidemment, la prochaine étape, c'est de s'assurer qu'ils font eux-mêmes la même chose avec leurs fournisseurs. Et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est que, bon, c'est bien de demander, mais ensuite il faut aider l'action. Et quand on veut aider l'action, on repasse tout de suite rapidement à une échelle très locale. Ce fournisseur, où est-ce qu'il opère, quelles sont les actions concrètes à disposition, et puis quel est le cadre d'engagement national, territorial dans lequel il se situe, c'est quoi le label, c'est quoi l'initiative, c'est quoi la démarche dans laquelle il va pouvoir s'insérer pour que ça fasse aussi du sens dans le territoire dans lequel il s'inscrit. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir permettre l'action, avoir ce cadre qui fixe le cap, tout en laissant la flexibilité pour arbitrer les actions et les organiser de manière cohérente au niveau du territoire.
Alors c'est un super exemple de ce que je disais tout à l'heure sur Schneider Electric comme partenaire de la décarbonation de son écosystème. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez plus de 2500 entreprises, grands groupes qui ont pris des engagements de neutralité carbone, d'alignement avec la neutralité carbone, et vous pouvez multiplier ça par 100 parce que ça va cascader sur la chaîne, notamment d'approvisionnement, et puis les parties prenantes de l'entreprise. Donc en fait, quand on dit mais pourquoi je mettrais un pied dans le carbone, aujourd'hui, c'est pour anticiper ce qui va leur tomber sur le coin du nez, en fait. Et comment ils réagissent concrètement, comment ils ont réagi, en fait, ces fournisseurs? Alors, on est un peu moins d'1 an de maturité du programme. Donc, bon, déjà, on n'est que sur les premiers bilans. Sur les 1000 fournisseurs qu'on a sollicités, j'ai plus le chiffre très précis en tête, qui représente la plus grosse part de vos émissions. Qui représente la plus grosse part de nos émissions amont. J'ai plus le chiffre très précis en tête, il est public, mais disons il y en a 950 qui ont dit oui, on va travailler avec vous. Donc c'est un pourcentage de. Vous leur avez dit sinon on bosse plus avec vous? Non, pour le moment, on a été très invitant. Je pense qu'en fait... on va vous aider, ça va vous aider. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin d'être menaçant. Après, au bout d'un moment, évidemment, hein, les fournisseurs qui ne sont pas alignés avec notre intention stratégique, on pourra reconsidérer si on veut travailler avec eux. C'est le pouvoir d'achat, notre pouvoir de décision. Mais à ce stade, ça n'est même pas nécessaire parce qu'en fait, ça devient quand même une évidence. Et quelque part, les fournisseurs qui s'étaient pas encore emparés du sujet sont quand même très réceptifs au discours de dire vous n'avez pas le choix pour 2 raisons. Hein. C'est un besoin de responsabilité. Demain, si vous voulez continuer à opérer, il faut que vous vous inscriviez dans l'évolution du cadre, de les règles du jeu, voilà, qui vont changer. Et donc, c'est votre responsabilité et votre engagement sur toutes vos parties prenantes. Ça, c'est un argument qui est très fort. Puis, il y a un deuxième argument qui est un petit peu différent, qui est une logique de résilience, qui est de dire, si vous voulez être demain résilient dans des situations de stress, comme celle qu'on a connue avec le Covid, mais voilà, un monde incertain et potentiellement qui va subir des chocs, vous avez un intérêt à intégrer cette thématique dans votre stratégie, et c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'ils l'intègrent dans leur stratégie et pas que ce soit une discussion juste de fournisseur à client, pour solidifier et repenser votre stratégie business à l'aune de ce changement des règles économiques. Voilà, donc la responsabilité et puis l'alignement de la stratégie business avec les enjeux de demain. Et ça c'est un discours entre guillemets de bon sens qui est très bien reçu et très bien compris. Après, il y a la question du comment, et on en vient à des sujets de comment on doit ensuite accompagner pour aider. Parce que collaborer, parfois, c'est co-innover, et parfois, c'est aider aussi et favoriser cette appropriation du sujet. J'entends que c'est un levier de renforcement de vos relations, en fait, avec eux. Tout à fait. C'est pareil avec nos clients d'ailleurs. Hein. C'est un nouvel axe de discussion qui est très stratégique, qui est un peu à côté de pures relations commerciales et contractuelles, mais qui sont de nature très stratégique parce qu'elles questionnent le positionnement de l'entreprise, sa stratégie et sa capacité à être un partenaire de moyen et long terme. Donc c'est une évidence, évidemment. Avec Sweep, on travaille avec HP aux US, qui a 15 000 partenaires et qui a créé un portail en fait qui s'appelle Amplify Impact. Et je trouve qu'il est le bon terme, c'est-à-dire j'ai mon impact direct, je sais comment le piloter et je cherche à l'amplifier et lui donner de l'écho, et donc je vais aller chercher encore une fois dans mon écosystème proche ou plus lointain. Et donc plus lointain, comment ça se passe? Comment vous arrivez jusqu'où va la cascade en fait? Alors, pour le moment, on discute avec nos fournisseurs directs, mais la prochaine étape, et encore une fois, hein, ce programme a été lancé début d'année, donc il va falloir attendre qu'il livre ses fruits, mais la prochaine étape, c'est évidemment d'arriver à créer les outils, les plateformes d'engagement pour que les fournisseurs eux-mêmes puissent répliquer la démarche et que ce soit simple, homogène, pour que ça fonctionne. Votre exemple, il me fait penser, chez Schneider Electric, on a une branche conseil qui travaille avec des clients, on a travaillé avec Walmart, projet qui s'appelle le projet Gigaton, où on est sur une logique il y a plusieurs piliers sur ce projet, mais il y a une grosse composante qui est une logique de consortium d'achat, qui a été un peu mentionnée aussi tout à l'heure, qui est de dire Walmart va
agréger la demande de ces fournisseurs en électricité pour permettre d'atteindre un seuil critique qui permet de sourcer des projets d'électricité renouvelable de manière extrêmement vertueuse en créant des nouvelles capacités qui seront une ferme entière éolienne ou solaire qui va être créée et ajoutée au réseau sur cette agrégation de demande. Donc là, par exemple, on a un acteur privé, Walmart, qui grâce à cette logique de consortium, va permettre à ces fournisseurs qui sinon seraient trop petits, ils ne pourraient pas accéder à ce type de contrat, d'agréger leurs demandes pour ensuite décarboner leur mix électrique. Donc c'est évident qu'il y a des choses à chercher, il y a de l'engagement, il y a plus que ça, il y a de l'innovation ensemble. On innove beaucoup avec nos fournisseurs sur des matières plus vertes, des plastiques plus verts, des packaging plus verts. Et puis, il y a de l'agrégation de commandes. Nous, en tant que fournisseurs, en tant qu'acheteurs, on y pense. Et puis, on peut aider certains clients à le faire avec leurs propres fournisseurs. Et Alcim, justement, la création de... Est-ce que vous pourriez être force de propositions sur la création de ces consortiums, notamment dans l'idée de réduire vos risques à vous, en disant, mettez-vous ensemble. Est-ce que ça, vous pouvez le faire? Est-ce que vous le faites déjà, en fait? Travailler ensemble pour peser sur le marché et faire évoluer l'offre? On pourrait potentiellement, on le fait pas en tant que tel, mais on pourrait. Mais j'aime bien effectivement aussi cette logique quelque part de réseau dont vous parlez, parce que c'est quelque chose aussi qu'on aime bien faire fonctionner, c'est-à-dire que quand on dialogue avec un client qu'il a une bonne idée et que on voit que cette solution peut répondre à d'autres de nos clients, en général, bien évidemment, on fait en sorte que les deux ou cette petite communauté à créer puissent se parler. Donc effectivement, dans ce genre de choses, on pourrait tout à fait réfléchir à ça. En fait, sur ces nouveaux modèles avec des consortiums, potentiellement de l'achat groupé, mais aussi des nouveaux modèles contractuels, il y a souvent un acteur financier qui est autour de la table. Parce que, en l'occurrence, donc sur ces fameux projets renouvelables de très grosse taille, sur lesquels Schneider va jouer un rôle de conseil et de structuration, on va avoir un ou plusieurs entreprises qui se groupent pour acheter cette électricité. On a un financeur qui va apporter de la dette sur le projet, et puis on a un développeur renouvelable qui lui va porter l'ingénierie et l'exploitation opérationnelle du projet. Et donc on est sur des formats contractuels totalement nouveaux qui nécessitent de l'innovation juridique, de l'innovation financière, et puis de trouver des nouvelles formes de collaboration. Et j'ai envie de dire à la fin, entre guillemets, chacun a sa place dans son métier, mais ensemble, on arrive à inventer de nouvelles choses. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, assez excitant en ce moment. Non, mais moi, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Non, mais sérieusement, ça donne envie. Enfin, je veux dire, la coopération, elle prend forme comme ça. On a l'impression que tout le monde est à sa place et que si chacun est dans son rôle et discute de la bonne façon et arrive à donner ce qu'il a de meilleur, en fait, on a l'impression que tout va bien se passer. Donc, franchement, je crois que c'est une des premières fois que c'est aussi optimiste. Je pense que tout va bien se passer. La question, c'est est-ce qu'on va assez vite? Il y a quand même encore, si on est un peu clair, je reviens sur le côté kafkaïen de la coordination. Et encore une fois, je vis la même chose. Je pilote la stratégie climat de Schneider Electric maintenant depuis 5 ans. Et on a ce côté un peu, je ne veux pas être négative, mais voilà, difficile de la coordination, il faut le dire. Oui. Et donc après, il y a une question de temps et de question à la fois d'accélération, passer à l'échelle, et d'accélération temporelle. Et là, je ne suis pas sûre qu'on est encore qu'on soit tout à fait collectivement au bon rythme. Ouais, et puis le suivi du progrès, en fait, et savoir précisément où on en est. Alors on a parlé des observatoires, le HCC nous dit qu'il faut redresser le cap, donc ça veut dire que le cap n'est pas le bon. Le cap est le bon. Non, pardon. Oui, pardon. Là où on doit aller. Oui, par contre, on ne respecte pas les objectifs qu'on se fixe, notamment le premier budget carbone qui était sur 2015-2018, on l'a dépassé. Suite à ça, on a relevé notre deuxième budget carbone qui porte sur 2019-2023. Donc peut-être qu'on l'atteindra, mais parce qu'on l'a relevé, et un peu grâce au Covid aussi. Donc il y a vraiment un besoin de redresser le cap, c'est redresser la trajectoire de là où on va, le gouvernail. Et donc ma question à tous les quatre, c'est en fait, pour suivre ce progrès-là, il y a un gros mot qui est celui de la data. Alors que moi, personnellement, c'est un truc qui était complètement... qui n'était pas familier.
de mon univers et qui l'est maintenant définitivement avec Sweep, puisque Sweep se nourrit et le carbone, la neutralité carbone va se nourrir de la donnée. Et la data, c'est la cata, je peux vous le dire. Ce n'est pas structuré, on ne sait pas où c'est éclaté. Et donc, à tous, comment on fait aujourd'hui pour attraper de la donnée, alors tant du côté des territoires, est-ce que ça vient des entreprises? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet de la donnée? Oui, moi j'ai l'impression à nous entendre tous, je pense qu'il y a un levier intéressant à mobiliser pour homogénéiser la donnée, la rendre publique, obliger à la rendre transparente. C'est la question du financement. Depuis une dizaine d'années, on a observé à peu près 1000 milliards, je crois, levés sur les marchés financiers au titre des green bonds, des obligations vertes. Et alors aujourd'hui, c'est encore un peu brinque-ballant, il y a des problèmes de taxonomie, ça veut dire de définition de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas. Du coup, parfois, certains condamnent un peu le développement de cette finance verte comme étant un peu du greenwashing, etc. En revanche, je pense que c'est certainement un très bon levier dès lors que les choses seront un peu mûres. Ça monte en charge, plus de 250 milliards d'euros sur les 750 milliards d'euros du plan de relance européen ont été levés sur les marchés au titre de green bonds. 4% à l'échelle internationale est vert, 4%. Oui, alors c'est très faible par rapport à la part des marchés financiers, mais ça monte et ça monte fort. Et à un moment ou à un autre, je pense que quand ces systèmes-là seront mûrs, ça obligera nécessairement les entreprises, les collectivités à faire un reporting solide et à rendre des comptes. Parce que sinon, les marchés financiers derrière, ils ne pourront pas certifier à leurs investisseurs que ces fonds sont investis correctement sur des sujets qui en valent le coup et qui sont neutres en carbone. Donc je pense que utiliser la question du financement comme un levier pour forcer un reporting homogène, lisible et du coup, ensuite, on peut utiliser les outils de la big data, on va dire, pour analyser ces données et en faire des éléments peut-être d'intermédiation sur le champ de la neutralité carbone. Ce qui est sûr, c'est que ça nécessite probablement une montée en compétences collectives des banques, des pouvoirs publics, des entreprises sur ce sujet, des marchés financiers eux-mêmes, une montée en maturité, des outils de contrôle et d'audit, etc., qui vont avec. Et côté Schneider Electric? Moi, je suis d'accord avec ce point. C'est-à-dire qu'en fait, la donnée environnementale va devenir, je l'espère, très vite, et on voit une accélération sans précédent, je vais vous l'expliquer, un fondamental de toute relation contractuelle, en fait. Il y a, vous l'avez très bien pointé, le sujet financement, relation avec les investisseurs. L'Europe est en train de structurer à marche forcée un cadre qui va permettre d'objectiver ce qui est vert, ce qui ne l'est pas, en tout cas qui a cette ambition. Il manque encore un bout qui est la notion de mesure d'impact qui a été évoquée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on quantifie et on objective cet impact? C'est vert. Et ça permet ça. Voilà. Pour moi, c'est les deux ensemble. Aujourd'hui, on travaille sur le C vert. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas? On parle de la taxonomie. Exactement, la taxonomie européenne. Il faut que ça vienne avec... Et voilà l'impact. Et il faut qu'on arrive à définir ces règles de quantification d'impact. Nous, chez Schneider, on le fait, on essaye de le faire. On quantifie combien de CO2, combien nos offres permettent à nos clients d'éviter grâce à des solutions d'efficacité énergétique et de renouvelables. Enfin, il faut que ce soit partagé et pratiqué selon des standards de place, c'est une évidence. Donc ça, c'est un phénomène. Il y en a un deuxième qui est très fort, et alors là, je peux témoigner, on voit une accélération sans précédent depuis un an, qui est l'importance de la donnée environnementale dans la décision d'achat. Et alors là, surtout dans des relations commerciales B2B, entre entreprises, c'est moins clair sur des marchés clients finaux, vous et nous, vous et moi en tant que consommateur final. On arrive dans une phase où on va devoir, nous, entreprises, prendre des décisions très fortes sur des choix de sourcing, le design des produits, qui ne sont pas de l'amélioration incrémentale, mais qui sont des décisions de rupture. Parce que c'est ça, en fait, que nous demandent les scénarios climatiques, c'est une accélération en rupture, et pas je vais faire 3% chaque année. Quand on commence à s'insérer dans ce genre de cadre, il faut être capable de quantifier l'impact que ça a, de le démontrer et de créer de la valeur sur cet engagement. Parce que si vous avez éco-designé un produit, qu'il est fait parfaitement à partir de matières durables, qu'il est plus efficace dans son usage et que vous le vendez exactement le même prix parce qu'il est absolument impossible à différencier d'un produit classique,
ça ne fonctionne pas. Donc la capacité à maîtriser cette donnée de performance environnementale à l'échelle du produit, de l'offre, de ce qui est vendu, à faire de la donnée environnement un élément de la proposition de valeur du produit qui génère de la valeur et donc de la décision d'achat. C'est un phénomène qu'on voit depuis un an. On a des gros clients qui nous demandent maintenant cette donnée environnementale et qui, pour moi, est la clé. Enfin, couplée avec celle du financement, c'est les deux éléments clés que la donnée environnementale va permettre de débloquer. Et je pense qu'une grosse partie de l'accélération va venir de cet usage de la donnée. Ouais, donc vous embarquez 1000 fournisseurs, mais vous avez aussi vos clients. On a aussi nos clients qui viennent nous voir. C'est bien. Aussi viennent vous voir. Ben, moi, je suis contente. Ça fait plus de travail pour mon équipe et puis toutes les personnes qui travaillent sur dans l'entreprise. Mais c'est l'aboutissement. En fait, c'est la concrétisation de la valeur de l'environnement. Et c'est pas un gros mot. Il faut que des solutions mieux disantes, plus performantes, soient reconnues. Et pour ça, il faut le démontrer. Donc, il faut de la donnée. Et cette donnée, elle doit être évidemment faite selon des standards qui sont partagés. C'est une évidence. Et à la Caisse d'épargne, est-ce que vous attirez justement de nouveaux clients pour ces engagements environnementaux et climatiques? Est-ce que vous le voyez? On nous a effectivement posé à plusieurs reprises la question de savoir si on avait une capacité particulière de financer des projets verts ou pas. Avoir des financements verts, c'est une chose. Aussi, savoir quelle était la dynamique dans laquelle nous nous situions. Et si la réponse était non, si on n'avait pas de solution particulière autre qu'une solution de marché à proposer à nos clients, les clients nous ont clairement dit, je pense à un ou deux exemples, qu'ils iraient trouver un acteur autre. Donc on a aussi, c'est pas une pression parce qu'on en est convaincu, mais on sait qu'on doit aussi être au rendez-vous parce que les clients l'attendent et ça fait clairement partie des sujets qui préoccupent tout le monde aujourd'hui. On a 14 minutes encore et j'aimerais bien vous entendre. Je suis sûr que vous avez des questions intéressantes. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Allez, oui. Ah, pardon. J'avais pas tourné la tête à droite. Je sais pas comment ça... Ouais, merci beaucoup. Ah, comme d'habitude, vous pouvez nous dire qui vous êtes. Pas votre vie, mais juste qui vous êtes. Jean-Pierre Nacry, Réseau Alliance. J'en reviens à la discussion du début sur la coordination, sur l'observation dans les territoires. Je voudrais insister sur l'importance que ça peut avoir, y compris d'ailleurs quand on mène comme Réseau Alliance des actions chez les entreprises, parce qu'on associe souvent l'opérationnalité des actions entreprises-territoires. Et il est important qu'on ait effectivement une observation locale et une observation régionale. Et moi, j'insiste énormément là-dessus pour que, effectivement, on arrive à coordonner ces chiffres. On a tellement besoin de tableaux de bord pour pouvoir avancer, pour pouvoir convaincre, que si on ne va pas suffisamment vite là-dessus, on part avec des solutions, certes, mais il nous manque de quoi mesurer, quoi. Allez-y. Je peux peut-être juste rebondir en disant qu'il y a des travaux en fait, de convergence qui sont en cours, notamment entre les agences régionales de l'énergie, qui sont des agences qui produisent justement les diagnostics d'émissions sur les territoires, et aussi ce qu'on appelle les ASCA, donc qui sont les agences qui traitent de la qualité de l'air et qui, ont beaucoup de données sources très fines sur ce qui est à l'origine des émissions. Donc, il y a un groupe de travail qui est créé entre le ministère de la Transition écologique et ces différentes associations à l'échelon régional pour essayer de converger vers plus d'homogénéité. Et après, il y a aussi des outils qui sont mis en place par les régions elles-mêmes, donc là, indépendamment de l'État. Je pense à l'outil Terristory qui a été initialement développé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, il y a d'autres régions qui se sont agrégées à cet outil qui vise à être co-construit. Donc, en fait, chaque région, quand elle se joint au projet, elle va aussi proposer des nouveaux modules au projet. Et donc, voilà, qui se construit progressivement et qui participe de cette avancée vers plus de données et d'indicateurs communs. Nicolas.
Oui, alors pour résumer un peu le propos, ça a un côté un peu kafkaïen, hein, moi je partage, mais en même temps là il faut quand même être optimiste. C'est pas un manque de données, c'est-à-dire que la donnée il y en a beaucoup, mais elle n'est pas toujours coordonnable d'une région à l'autre, d'une collectivité à l'autre. Et vous citiez Thierry Story, enfin c'est pas le seul exemple, mais c'est un exemple très intéressant qui permet de cartographier effectivement toute une série de données climat, mais parfois même au quartier. C'est très intéressant, c'est très parlant, c'est très concret, c'est très opérationnel. Ça a été déployé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est aujourd'hui disponible, je crois, en Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions également. C'est certainement pas le seul outil. En revanche, il faut une coordination entre le réseau des observatoires, de mémoire, c'est le RAR, voilà, et effectivement le réseau des ASCA, donc les agences pour la qualité de l'air, pour coordonner tout ça. Nous-mêmes à l'ADEME, on est cofinanceurs de la plupart des observatoires régionaux, donc on a aussi notre mot à dire dans cette coordination et on y compte bien. Voilà. Si je peux juste ajouter peut-être mon point de vue personnel là-dessus. La divergence des données, c'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, c'est la preuve que depuis 10 ans, les territoires se sont emparés du sujet, ont fait et ont avancé et n'ont pas attendu le cadre et la règle et la définition de l'indicateur pour commencer à se poser des questions. Et encore une fois, hein, c'est vraiment pareil dans de la gouvernance d'entreprise. C'est exactement ces mêmes problématiques. Donc c'est une excellente nouvelle. Il y a un temps de la création, puis ensuite un temps de la convergence, et on est maintenant dans le temps de la convergence. Mais kafkaïen, je le vois de manière très positive en fait. C'est parce que c'est de cette diversité qu'on va réussir à trouver le meilleur cadre commun, alors qu'une vision on aurait déployé comme ça d'en haut n'aurait pas marché. Soit on aurait créé de l'inertie dans l'action, soit le cadre n'aurait pas du tout été adapté. Donc c'est très positif. C'est juste qu'il y a un temps, voilà, pour la coordination, et je pense qu'on y arrive. Sweep, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais non, mais là la tech pure et dure, et les mots qui font un peu mal quoi à entendre, c'est la business intelligence, l'analytics. En fait, il y a des gens qui font ça depuis des années. Et quand on parlait de chacun dans son rôle, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'expertise de ceux qui savent manipuler de la donnée, aller la chercher au bon endroit, l'articuler pour l'objectif commun. On a un pilote en ce moment chez Sweep qui n'est pas en marche, mais qu'on cherche notamment avec Nestlé France, les Hauts-de-France, des coopératives agricoles, la Chambre d'agriculture et Earthworm Foundation qui travaillent sur le territoire, où Nestlé dit « Moi j'ai envie de montrer que par l'évolution de mon cahier des charges, les agriculteurs avec qui je travaille réduisent leurs intrants et augmentent les puits de carbone. » Et ça, Nestlé peut le déclarer, lui tout seul, mais il peut surtout demander aux agriculteurs de venir dans le même outil en disant « Oui, je confirme, j'utilise moins d'intrants, la preuve, regardez mes factures, j'ai plus de carbone dans les sols, la preuve, j'ai fait de la mesure in situ. » Et vous avez le troisième acteur qui est le territoire et qui dit « Ah oui, je confirme que moi aussi, avec les ASCA, j'observe une augmentation des puits de carbone. » Et vous avez au même endroit 3 acteurs qui parlent le même langage et celui de la neutralité, quoi. Et vous avez raison, hein, j'ai pas de part dans Sweep, mais en fait, évidemment, c'est en fait la convergence de la donnée, la gestion des systèmes, le partage de protocoles, c'est le cœur d'expertise des acteurs industriels, dont Schneider fait partie d'ailleurs, qui portent de l'expertise software, gestion des données, et appliquée à des systèmes industriels ou des systèmes multi-acteurs. Donc il y a 5 ans, la donnée carbone était dans un Excel. Voilà. Dans 5 ans, j'espère qu'elle n'y sera plus. Et ça, on est en cours de changement. Et on le voit par l'ébullition de start-up et par les mouvements de certains gros acteurs dont Schneider fait partie. Mais on n'est pas les seuls, des géants de la tech aussi, sur l'accélération de l'innovation digitale pour l'environnement, pour le développement durable. Il y a une petite révolution en marche. Et Nicolas, vous me disiez sur un entretien qu'il y avait un besoin d'ingénierie dans les télé. Et de quoi on a besoin en fait aujourd'hui pour organiser tout ça? Alors sur l'ingénierie dans les collectivités, la question c'est, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a besoin de financement supplémentaire, et ma réponse c'était les financements, il y a toujours besoin de financement, mais aujourd'hui ils sont là, ils sont disponibles via la partie emprunt, via les subventions européennes, via les subventions de l'État portées par l'ADEME ou autres, etc. Aujourd'hui, si une collectivité veut mener un projet d'investissement favorable à la transition écologique, elle trouvera les subventions nécessaires pour, encore une fois, on va dire, débloquer la situation par rapport à une situation carbonée ou fossile. Donc le différentiel sera bien subventionné. Mais effectivement, le problème maintenant, c'est de trouver des projets. En fait, de l'argent pour constituer les tours de table, il y en a. Mais
pour monter des projets, il faut de l'ingénierie. C'est vrai probablement dans les entreprises, je connais moins, mais en tout cas dans les collectivités, c'est certain. Pour monter un projet de réseau de chaleur, etc., ça ne s'improvise pas. Souvent, on fait appel à un bureau d'études, etc. Mais en amont de tout ça, il faut de la chefferie de projet dans la collectivité ou dans l'intercommunalité pour animer le réseau des élus, des techniciens, faire se parler la direction du développement économique, la direction des bâtiments et la direction de la transition écologique. Et c'est pas toujours très simple. Et pour ça, il faut de l'ingénierie interne, d'animation, d'ingénierie parfois technique. Donc ça, c'est un point effectivement important. Ouais, autant vous avez des spécialistes de la tech et de la business intelligence, autant il y a des spécialistes de la gestion de la transformation et du pilotage du dialogue entre plusieurs parties prenantes. Il faut absolument remettre aussi ces personnes-là, ces experts-là dans la boucle. Alors, parfois, il y a des éléments qui permettent de pousser à cela. Je le citais tout à l'heure, c'est la question des labels. Alors, il ne faut pas non plus être inondé de labels différents, mais pour ce qui nous concerne à l'ADEME, on porte un label qui s'appelle Territoire engagé transition écologique, qui regroupe l'ancien label Citergie et le label économie circulaire. Donc, on a essayé de réunifier tout ça autour des enjeux énergie-climat d'une part et économie circulaire de l'autre. On a aujourd'hui plus de 200 territoires parmi les EPCI qui sont engagés, qui représentent à peu près la moitié de la population française en couverture en habitants. Et ces labels, ils s'appuient sur une série d'indicateurs, une cinquantaine d'indicateurs. Donc ça pousse là aussi à faire du reporting sur la question climat. Et l'avantage du label qu'on porte, c'est qu'il est commun à l'ensemble du pays, en France, mais il est aussi au niveau européen. Il s'appuie sur un label européen qui s'appelle le European Energy Awards, EEA, et qui est très présent en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en Suisse, etc. etc. Donc ça veut dire désormais qu'on partage un label énergie-climat entre collectivités au niveau européen, dans un grand nombre de collectivités. J'étais la semaine dernière au Forum franco-allemand pour l'avenir, avec plein de collectivités allemandes, et on parlait tous de l'EEA. Enfin, en fait, c'est le même système. Et donc ces labels peuvent pousser aussi à parler un même langage technique sur les indicateurs et les progrès qu'on connaît les uns et les autres. Et sur la partie entreprise, côté ADEME, on pousse aussi à un autre outil qui s'appelle ACT, sur le même modèle, qui permet effectivement à chaque entreprise de se mesurer au regard de ses efforts en matière de climat. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vous en prie. Alors, Clément Eustache, fondateur de Share and Smile, Partage et Sourire. Pour faire très vite, on travaille notamment sur le partage pour pouvoir mieux utiliser ce qui existe déjà, et sur la coopération, donc sur comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, je suis assez sensible à ces sujets-là, et sur la question de l'articulation entre le national, le régional et le territorial. Je me demande comment on s'équipe aux interstices entre les deux. Est-ce qu'il y a des sortes de facilitateurs, des gens dont la mission c'est de faire en sorte que on s'approprie les stratégies nationales en région, etc. Ou est-ce que c'est un rapport, un cadre qui est donné, un document ou un ensemble de documents, et puis à chacun de faire le travail personnellement dans son coin, de s'approprier. Et je me dis, j'ai pas la réponse, donc je veux pas paraître sachant sur ce sujet-là, mais en tout cas, il y a peut-être de l'inspiration à aller chercher côté de certaines entreprises qui sont assez bien équipées sur les processus de vision et de cascade de la vision jusqu'à l'action en subsidiarité, de comment nous, on va intégrer cette vision très haut niveau dans une vision pays, dans une vision régionale, dans une vision à l'échelle de mon magasin, de mon établissement, et ensuite comment ça fait remonter l'écran sur, et nous, du coup, ce dont on rêve, ça suppose qu'au-dessus, vous vous organisiez aussi pour ça, pour ça, pour ça. Et c'est assez intéressant de voir cette série d'œufs et de poules, en fait, on pourrait dire, comme ça, qui se nourrissent mutuellement et qui sont très, très constructifs quand c'est bien équipé, notamment de facilitateurs. Donc, il y a peut-être une question côté public, mais peut-être aussi côté entreprise, de comment on peut venir aider s'il y a besoin et même interagir là-dedans, dans ces interstices. Non, je pense que vous avez un excellent point. Quand je dis que je nous reconnaissais beaucoup dans la présentation du début, c'est exactement ça. Je pilote la stratégie globale environnementale, donc climat de Schneider Electric, et je ne sais pas si je suis l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, on a un cadre, on prend des engagements, on les décline, l'action in fine va être très locale, et encore une fois, pas que au regard des engagements du groupe, mais aussi de la réalité du territoire et de la réalité de l'activité du site ou de l'entité dont je parle. Et ensuite, il y a un processus de feedback avec du partage de bonnes pratiques, voire propositions qui peuvent devenir la nouvelle stratégie pour que ça remonte, que soit les règles du jeu permettent l'action, voire que les règles du jeu changent ou l'engagement change.
Et c'est une boucle un cycle en fait de gouvernance qui permet ça. Et c'est évident que si ça descend, ça fait que descendre, ça marche pas. Mais à l'inverse, si ça, voilà. Donc c'est ce phénomène de gouvernance que vous décrivez, avec ces rôles de pilote, d'intermédiaire au milieu qui permettent ce dialogue, il est essentiel à la coordination des différents échelons. On le voit dans les territoires, ce rôle de facilitateur, qui est peut-être un nouveau métier en fait. Peut-être deux éléments. Enfin, c'est que déjà du coup des exercices de planification à l'échelle du territoire. Enfin, on commence à avoir un certain nombre d'exemples. Donc, ce serait intéressant en fait d'évaluer et d'identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les reproduire, que ce soit à l'échelle des EPCI ou des régions. Et du coup, sur des exemples déjà qu'on connaît, qui sont plus favorables, enfin, on peut penser à l'exemple de la Bretagne ou du Pays de Loire, qui ont mis en place comme des petites COP à l'échelle de la région, pour co-construire leur stratégie, leur plan de décarbonation, avec un certain nombre de concertations avec les acteurs locaux. Donc là-dessus, voilà, faut se nourrir des retours d'expérience pour que dans les prochains exercices, ça se passe mieux partout. Et le deuxième élément, du coup, je sais. Non, je suis content que vous ayez parlé des COP locales qui sont un vrai espace de mobilisation locale. Il est 17h30. Donc je vais vous remercier. Je vais vous dire aussi que c'est rare d'assister à une table ronde. Pour moi, j'ai trouvé aussi inspirante, mais positivement. Je veux dire, ça rend optimiste cette collaboration et cette coopération. Elle renvoie aussi à l'image de notre société d'aujourd'hui, où on entend beaucoup qu'on est souvent seul dans notre coin et qu'on se parle moins. Et en fait, on a un défi là qui est monumental, qui est celui du climat. Et on se l'est dit là, qui était un levier de renforcement de nos relations interpersonnelles et interacteurs. Je pense au Comité 21 qui bosse sur ce sujet-là depuis très longtemps aussi. Et cette création de réseaux, d'alliances, de coalitions, on en a partout, mais en fait, on commence à voir à quoi ça sert. Il faut que ce soit le plus divers possible. Donc je suis content qu'on ait eu aussi des discours différents entre des territoires, des entreprises. J'aurais aimé qu'on ait des porteurs de projets dans les pays du Sud, parce qu'encore une fois, on a besoin de cette coopération internationale et de soutenir des populations qui sont les premières touchées par les changements climatiques et les moins responsables parce qu'elles émettent 200 kg de CO2 quand nous, on en émet 10 de tonnes. Donc voilà, c'est un enjeu qui remet de l'humain, en fait, dans tous ces sujets de climat qui sont difficiles à aborder quand on parle de carbone et de CO2. Donc il y a de l'humain et ça doit créer de l'adhésion, de la cohésion et peut-être un sentiment d'appartenance, en fait, à une société qui a jamais eu autant besoin de faire corps, voilà, pour cet objectif commun. Merci à tous et à toutes.